de rico yo me muero, me muero, me muero. Mira, gigantes. ¿Qué gigantes? Son molinos. Tontuveni, embajadora, queridos embajadores, chers membres du corps diplomatique, Madame Annemie Schaus, rectrice de l'Université libre de Bruxelles, Monsieur Jean-Francesc Pont, président de la Fundació Ferrer i Guàrdia, amic president, benvingut. Nos chers amis représentants de Monsieur le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les membres de ce cabinet qui sont ici aujourd'hui parmi nous, soyez les bienvenus. Chers collègues du ministère, du SPF, Service public fédéral Affaires étrangères du Royaume de Belgique, vous êtes les bienvenus. Chers professeurs, chers étudiants, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités, goeiedag en welkom op de ambassade van Spanje en België. Bienvenidas, bienvenidos, benvingudas, soyez les bienvenus chez vous, à l'ambassade d'Espagne, auprès du Royaume de Belgique. On commence déjà, on débute pour cet événement, cet acte d'hommage à Francesc Ferrer i Guàrdia. Il est mieux connu parmi nos amis belges comme Francisco Ferrer. Il y a donc d'une part l'exposition dont vous pourrez jouir tout à l'heure. Il y a un système de QR qu'il faut scanner. On fait plein de scanning de QR dernièrement, donc on fait scanner encore plus de codes. Vous voyez que c'est un peu éparpillé dans les salons de cette résidence. Comme je disais, c'est un acte aussi d'hommage qui s'encadre dans les commémorations des 100 ans de l'ambassade d'Espagne auprès du Royaume de Belgique, et aussi les 100 ans de l'ambassade du Royaume de Belgique auprès du Royaume d'Espagne à Madrid, de nos chers collègues à Madrid. Et vous venez en fait de regarder cette vidéo qui a été élaborée par notre ministère en rendant hommage à ces 100 ans d'amitié, de coopération, de solidarité entre nos deux pays, entre nos deux peuples. Je tiens tout d'abord à vous présenter nos excuses concernant le strict protocole Covid qu'on doit appliquer, mais bien sûr, nous sommes tous belges. En ce cas-là, nous partageons la préoccupation des autorités et de la population belge concernant l'évolution de la pandémie. Et donc, nous vous sommes très reconnaissants de votre compréhension. On va offrir quand même le vin d'honneur, le vin d'amitié. On va le faire, on va profiter de ces beaux temps. Enfin, on peut pas. On a apporté, là, Monsieur le Président de la Fondation nous apporte le beau soleil d'Espagne aussi. Donc, on va vous offrir le vin d'amitié dans la cour de la résidence. Et comme vous verrez, on a cette expo qui est offerte, cette exposition sur la figure de... Et Monsieur le Président va s'y référer plus tard à cette expo qui est consacrée à la figure du pédagogue et libre penseur catalan, espagnol, j'allais dire de Barcelone, mais non, parce qu'il vient d'Alella, de Maresme, mais bon, on pourrait dire, non, aussi parce que moi je suis de Barcelone, voilà. Donc c'était un peu cette association, mais non, pas strictement. Il vient d'un village sur la côte près de Barcelone qui s'appelle Alella. Et donc cette exposition est aujourd'hui a été possible, non, ce passage belge, cette itinérance belge de l'exposition qui a été produite dans plusieurs langues, a été possible grâce à la collaboration entre le service de l'éducation et de la culture de l'ambassade et la Fondation.
Et l'expo sera accueillie dans les prochains jours et jusqu'en fin décembre à l'Institut Cervantes. Et je profite de saluer ici sa directrice, Ana Vasquez, qui est parmi nous. Et donc, les Cervantes, vous pourrez aussi jouir chaque jour, enfin, bénéficier de cette exposition tous les longs, voilà, jusqu'en fin de décembre. Et vous pouvez profiter aussi pour visiter notre bel Institut Cervantes, sa bibliothèque, enfin, ses installations. Et voilà, tout simplement, vous avez le programme en vos mains. Vous voyez, il y a toute une série d'interventions. On a quelques surprises aussi qu'on vous prépare, donc il faut tenir bien, il faut rester jusqu'à la fin si vous voulez toutes les surprises. Je ne vais pas la dévoiler à présent, mais sans délai, j'ai l'honneur de présenter ou de céder la parole plutôt à notre ambassadrice, l'ambassadrice d'Espagne auprès du Royaume de Belgique, Beatriz La Rocha Palma, embajadora. Por aquí. Buenos días, queridos embajadores, chers membres du corps diplomatique, Madame la rectrice, Monsieur le Président de la Fondation Ferrer y Guardia, chers professeurs, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, en votre titre et qualité, chers amis. L'ambassade d'Espagne est honorée de se joindre à la Fondation Ferrer y Guardia de Barcelone, à l'Université libre de Bruxelles et à la Haute École Francisco Ferrer pour commémorer l'héritage humaniste et pédagogique de Francesc Ferrer y Guardia. Cette année, nous commémorons aussi les centenaires de l'ambassade d'Espagne en Belgique et de l'ambassade du Royaume de Belgique en Espagne, à l'occasion de l'élévation délégation diplomatique dans 2 pays au rang d'ambassade en janvier 1921 et de la nomination de Don Rodrigo Saavedra y Vinent, deuxième marquis de Villalobos, comme premier ambassadeur d'Espagne auprès du Royaume de Belgique. C'est le début d'un siècle d'amitié, de coopération et de solidarité entre l'Espagne et la Belgique qui ne pourrait être compris sans les 4 siècles précédents de relations intenses entre les 2 pays. Le premier ambassadeur d'Espagne en Belgique, le marquis de Villalobos, est à juste titre considéré comme le défenseur des Belges pour son action humanitaire et diplomatique inlassable en faveur du peuple belge pendant la Première Guerre mondiale dans le contexte des efforts de l'Espagne neutre pendant la guerre. Ce n'est pas pour rien qu'il a été déclaré citoyen d'honneur après la Grande Guerre par les grandes villes du pays et qu'un buste a été installé en son honneur au Sénat belge. Je suis donc particulièrement fière d'être le premier ambassadeur à résider dans la résidence de l'ambassade d'Espagne après sa désignation officielle depuis cette année comme résidence ambassadeur marquis de Villalobos. Suivant les fils conducteurs de l'amitié et de la solidarité entre les 2 pays, nous avons également rendu hommage cette année à l'accueil exemplaire que la société belge a réservé aux enfants de la guerre civile espagnole dans le cadre d'un séminaire académique organisé conjointement avec la ULB qui s'est tenu en mars dernier dans cette résidence avec la participation de 2 niñas de la guerra, Dolores Álvarez et Celia Bados. N'oublions pas, d'autre part, que la Belgique a également été une terre d'accueil pour de nombreux exilés, personnifiés dans des références historiques pour les Belges et les Espagnols, comme le poète et diplomate Josep Carné, connu comme le prince des lettres catalanes, en poste comme fonctionnaire diplomatique à Bruxelles, ville où il a également vécu les dernières années de sa vie en tant qu'hispaniste éminent à l'Université libre de Bruxelles, aux côtés de son épouse, l'intellectuelle belge Émilie Noulet.
Nous leur avons rendu hommage le mois dernier à l'université en célébrant l'amour de la littérature de cet couple extraordinaire. Aujourd'hui, à l'ambassade d'Espagne, nous nous penchons sur le pédagogue libre-penseur qui a révolutionné la pédagogie en tant que fondateur de l'école moderne, Francisco Ferrer, comme le connaissent les Belges. Ce n'est pas un hasard si le monument est érigé en son honneur à Bruxelles en 1911, il y a 120 ans, par souscription populaire, se trouve précisément en Belgique, le pays où Ferrer a reçu son premier grand témoignage populaire et civil après son exécution le 13 octobre 1909 à Barcelone, la ville que le grand poète Joan Maragall a qualifiée à l'époque de la ville du pardon. C'était le titre de son article qui a été censuré par la presse locale et dans lequel il critique les manques de compassion et l'injustice portée par la bourgeoisie catalane et les élites de l'époque et dans lequel il demande le pardon de Ferrer. Je suis convaincue que Ferrer serait très heureux de l'évolution de l'éducation en Europe et du fait que son esprit libre continue d'inspirer les générations successives, comme c'est le cas pour les jeunes qui sont avec nous aujourd'hui. Il se réjouirait également du fait que l'un des objectifs du développement durable de l'agenda 2030 et que l'humanité s'est fixé est pour but d'assurer l'accès de tous et de toutes à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de sa vie. Chers amis, cette année est surtout pour notre ambassade une façon de mettre à l'honneur les millions de Belges et des Espagnols, des citoyens, d'entreprises et d'institutions qui ont des liens et des vies partagées entre les deux pays et qui, à travers leurs âges et dans leur vie quotidienne, ont tissé une communauté d'intérêt et d'affection mutuelle par les biais de la politique, de la diplomatie, du commerce, de l'innovation, de la culture, façonnant la relation entre la Belgique et l'Espagne, telle que nous la connaissons aujourd'hui et telle que nous continuerons de la connaître dans les années à venir. Nous aimons les appeler, enfin, vous appelez tous ici présents, affectueusement les hispano-belges. Comme le savent les plus de 2,5 millions de Belges qui nous rendent visite chaque année, l'Espagne est un pays accueillant qui allie tradition et modernité et qui, outre une histoire commune, partage avec la Belgique un même esprit européiste et un multilatéralisme actif dans la défense de l'état de droit et des droits de l'homme dans le monde, reflet des valeurs sociales et culturelles progressistes qui partagent la Belgique et l'Espagne. Je tiens à remercier la Fondation Ferrer i Guàrdia, l'Université libre de Belgique, l'Haute École Francisco Ferrer et tous ceux qui ont rendu cet hommage possible. Merci beaucoup. Muchas gracias. Madame l'ambassadrice, et maintenant, on a le grand honneur de vous présenter, d'accueillir aujourd'hui à cette ambassade Monsieur le président de la Fondation Ferrer i Guàrdia, basée à Barcelone, el senyor Joan Francesc Pont. Soyez les bienvenus. Merci. Gracias, Sergi. Madame l'ambassadrice, señora embajadora, señores embajadores, autorités académiques et civiles, très spécialement l'Université libre de Bruxelles, à laquelle nous unit, à moi comme professeur de l'Université de Barcelone, beaucoup de liens. Il y a un monument à Don Quichotte et à Sancho, très à côté de la Grande Place, très à côté de la gare centrale ici à Bruxelles. Et quand Don Quichotte et Sancho
arrivé à la fin de la deuxième partie de Quichotte à Barcelone, on a trouvé des morisques, des mozarabes, des Espagnols qui gardaient d'une façon ou d'une autre sa religion. Et Don Quichotte a parlé avec ces personnes et il les a dit « Je vous recommande d'aller à Allemagne parce qu'on dit qu'à Allemagne, on préserve la liberté de conscience. » Ce message de Don Quichotte nous montre la personnalité polyédrique de Cervantes, peut-être juif, peut-être musulman, peut-être chrétien, mais à la fin, en espagnol, ouverte à la liberté de conscience. Et la date d'aujourd'hui sera très importante parce que à l'ambassade d'Espagne, la figure de Francisco Ferrer est rappelée. Ça signifie beaucoup de choses, parce que quelquefois, l'Espagne, c'est un pays de silence et d'oubli. C'est le cas avec la guerre civile. Les seules sources d'information que j'avais pendant une partie de ma vie était ma grand-mère, parce que ma grand-mère, elle aimait parler avec moi. Et j'aimais de lui faire beaucoup de demandes. Alors, j'ai découvert et j'ai connu beaucoup de choses que ma sœur, elle ne connaît pas, parce qu'elle n'avait aucun intérêt. Et ça, c'est un peu l'histoire de l'Espagne. C'est aujourd'hui les jeunes générations qui commencent à redécouvrir les choses. Et ce monde de silence et d'oubli a couvert Francisco Ferrer pendant 80 années. Il a été rappelé ici, à Bruxelles, d'une façon extraordinaire. L'histoire du monument de Bruxelles occupe un livre, en thèse à l'ULB. On a un élève qui s'appelait Sofia Vergara, elle explique tout les aventures du monument, parce qu'il n'était pas seulement Ferrer, il était la liberté de conscience, il était la liberté de penser. Et tous les ennemis de ces libertés ont trouvé toujours dans les monuments à Ferrer l'occasion de nous combattre. Et cet silence et oubli espagnol a été compensé par les souvenirs de Ferrer ici, à Bruxelles, en Belgique, beaucoup plus en Wallonie qu'en Flandre, si vous me permettez, mais de toute façon, bien sûr, à Bruxelles. Et aussi à Rome et à New York et dans des autres villes du monde, mais pas en Espagne. Et c'était la commémoration Ferrer de 80, à laquelle j'ai participé quand j'ai découvert qu'il avait beaucoup de choses à faire à Barcelone spécialement pour les souvenirs de Ferrer. J'ai trouvé que l'année 1931, le conseil municipal de Barcelone a parlé de Ferrer et a été en grande discussion entre les radicaux et les socialistes et la gauche républicaine d'un côté et la Liga, les conservateurs catalans, de l'autre. Et à la fin, le conseil municipal a demandé au conseil municipal de Bruxelles, au bourgmestre, d'envoyer les monuments Ferrer à Barcelone. On ne l'a fait pas. Et en 1979, nous avons parlé avec Pasqual Maragall, le maire de Barcelone, et il a été très intéressé parce que son grand-père, Joan Maragall, comme il a été dit ici, avait écrit un article, La Ciudad del Perdón, la Ciudad del Pardó, qui a été jamais publié parce que le Premier ministre, Antonio Maura, l'a interdit, et aussi le président de la Mancomunitat de Catalunya, Enric Prat de la Riba, était complètement d'accord avec le Premier ministre. Alors, on a condamné Ferrer par un crime qu'il n'avait pas commis, et cette situation de 1909
se répète en 1931 au conseil municipal. En 1979, Pasquale Maragall pense que c'est très important de parler de la question. Il porte au débat au conseil municipal la question et le débat est exactement égal qu'en 1931. Les mêmes options politiques, avec nouvel nom, disent les mêmes choses. Nous, à la Fondation, nous avons publié les deux débats pour montrer que c'était la même chose. 60 ou 70 années après, on disait les mêmes terribles choses de Ferrer, assassin, anarchiste, et tous les autres adjectifs qu'on utilisait sur Ferrer pour ne pas parler de son option pédagogique. En 1979, la demande du conseil municipal de Barcelone à travers la Fondation Ferrer au conseil municipal de Bruxelles a été en copie du monument, pas l'original, plus raisonnable. Et Pasquale Maragall a envoyé une délégation de la Fondation à laquelle j'appartenais. Et nous avons arrivé à Bruxelles et nous avons trouvé seulement que facilité. L'échevin de Boart, à l'époque, Frédéric Tillmans, nous a reçus d'une façon très rapide et dans une période de 2 mois, on a obtenu les 100 ou 120 autorisations qu'on a besoin pour faire une copie du monument à Bruxelles. Et encore, les fonctionnaires de Barcelone qui ont vu tout ça, encore me demandent comment est-ce que vous avez fait ça d'une façon assez rapide. Et j'ai dit, écoute, parce qu'à Bruxelles, on aime Ferrer beaucoup plus qu'à Barcelone. Alors, on a aidé d'une façon extraordinaire pour faire la copie. On a inauguré le monument en 1990. Ça a été un moment de fraternité entre Bruxelles et Barcelone très, très intense. À la fin, presque tous les partis politiques étaient représentés dans la commémoration. Et à ce moment, Ferrer, qui était situé, pour le dire d'une façon graphique, à l'extrême gauche de la pensée à Barcelone, maintenant c'est au centre, et on considère, on respecte que les propositions scolaires qu'il a faites, comme la coéducation des classes et des sexes, l'hygiénisme, ouvrir les fenêtres le matin, la reconsidération des incentives aux élèves pour qu'ils puissent trouver une force intérieure et pas une force extérieure pour étudier, pour s'ouvrir au monde, et la liberté et conscience sont des valeurs qu'aujourd'hui très peu de personnes questionnent. En 1984, le monument Ferrer a été situé à l'endroit qu'il est aujourd'hui, à l'avenue Franklin de Delano Roosevelt, en face de l'ULB. J'avais l'occasion d'y être à cette inauguration comme un jeune professeur de l'Université de Barcelone. Mais la joie de voir le monument situé dans un endroit assez important était compensée par la tristesse de voir que le jour après, le titre de la presse belge était « L'Espagne démocratique absente de l'hommage à Ferrer ». Ça a été 1984. On ne pourra jamais dire ça. L'Espagne démocratique, aujourd'hui, à la Maison d'Espagne, à cette résidence de l'ambassadrice avec des résonances historiques, se situe dans la première ligne de la pensée en revendiquant un de nos concitoyens illustres, Francisco Ferrer, et revendiquant en même temps la liberté pédagogique, la liberté consciente des citoyens et des enfants dans son procès éducatif, et
donnant aux nouvelles générations un message de qu'il y a une Espagne, fils de Cervantes, fils de Machado, avec joie, pluricentrique, ouverte, avec la richesse de sa diversité et avec l'unité de nos systèmes politiques, qui nous offre un cadre de vivre ensemble assez attractif, positif et capable de permettre à chacun de développer sa personnalité. Si nous regardons que rappeler Ferrer, ce n'est pas un fait neutral, c'est un prix de parti. C'est un prix de parti pour l'Espagne qui est représentée à la Constitution de 1978. C'est prendre parti pour la tradition constitutionnelle qui vient de la Constitution de 1812. C'est prendre parti par une société plurielle dans laquelle la liberté de conscience permet à tous d'être libres et permet, et ça spécialement à moi comme académicien, c'est très important, d'exercer la libre pensée. Et permettez-moi que je vous exprime mon émotion d'être reçu par notre ambassadrice ici et par le conseiller d'ambassade pour revendiquer à Bruxelles la figure, la personnalité, la pensée et la projection plus que centenaire de Francisco Ferrer, avec un conjoint de valeurs qui ne sont pas seulement pour nous les Espagnols, pas seulement pour nous les Belges, qui ne sont pas seulement pour nous les Européens, mais qui sont des valeurs avec la capacité d'être universelles et de nous permettre de trouver aujourd'hui, plus nécessaire que jamais, un vivre ensemble global, universel, pour tous, en l'égalité et la liberté. Merci à tous. Muchas gracias, président. Et à continuation, nous avons l'honneur d'accueillir Madame la professeure Anne Morelli, qui est professeure émérite honoraire de l'Université libre de Bruxelles. Anne Morelli est docteur en histoire contemporaine et professeure de l'ULB spécialisée dans l'histoire des religions et des minorités. Elle a été directrice du Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité, justement le même endroit où on a commémoré Josep Carné et Émilie Noulet il y a quelques jours, où elle enseignait la critique historique, les contacts de culture, l'histoire des religions et la didactique de l'histoire. Il a été en outre membre du Centre d'histoire et de sociologie des gauches, ainsi que du groupe interdisciplinaire d'études sur les femmes. Depuis le début des années 2010, elle est, comme je dis, professeure émérite. Et si je peux me permettre, ou honoraire de l'ULB, Madame Morelli, Madame la professeure, incarne, si je peux, une des personnes en Belgique qui connaît le plus la figure de Ferrer Guardia et tout ce qui entoure cette figure. Et on l'a invitée, et c'est un grand honneur qu'elle ait accepté notre invitation pour qu'elle nous parle un peu de ce parcours concrètement à l'ULB, de cette histoire, de cette relation privilégiée entre Ferrer Guardia et l'ULB et entre l'Espagne donc, et la Belgique. Merci beaucoup, Madame la professeure, c'est un grand honneur. Eh bien, je vais tout de suite embrayer sur ce que vous venez de dire, parce que lorsque je suis entrée à l'ULB, j'avais 17 ans, une jupe plissée de tresses, et comme étudiants, nous sommes allés faire notre hommage à la statue de Francisco Ferrer, qui était au centre de Bruxelles à ce moment-là. Et ensuite, j'en ai parlé à des amis espagnols, et personne ne connaissait qui c'était ce Francisco Ferrer, ce Ferrer Guardia. Ça ne disait absolument rien à personne, donc dans les années, à la fin des années 60, disons. Alors, dans le monde entier, l'exécution de Ferrer a créé des réactions, mais spécifiquement en Belgique, sans doute,
Et le souvenir de Ferrer s'est maintenu jusqu'aujourd'hui, puisque vous voyez là la porte d'entrée à l'université d'un auditoire qui s'appelle Francisco Ferrer. Il y a cette porte-là, et puis il y a une autre porte où il y a le portrait de Francisco Ferrer. Alors, je vous disais que dans le monde entier, on s'était ému de cette exécution. Pourquoi plus en Belgique? Eh bien, peut-être parce que après sa première incarcération, il a été en prison une première fois en 1906, après sa première incarcération, il a fait une tournée en Belgique qui a été une espèce de tournée triomphale. Le fait qu'il avait été amnistié, qu'il avait pu sortir de prison, était fêté dans des tas de comités, et notamment dans des comités maçonniques, puisque Francisco Ferrer est entre autres choses maçon, et que la maçonnerie avait créé l'Université libre de Bruxelles et avait des ateliers un peu partout qui l'ont reçu en grande pompe. Alors, il y a des protestations internationales, voilà en France, voilà ici un manifeste, voilà des espèces d'images pieuses de Ferrer qui circulent comme on en ferait pour un saint. Il y a des réactions un peu partout, notamment en Italie aussi. On va peut-être voir ça. Non, ça ce n'est pas ça, ça c'est nous maintenant. Il y a un petit souci, si on peut... Voilà, des chansons. Le souvenir de Ferrer, c'est à chanter. Ici, c'est un anarchiste belge, MD, qui va en France faire une conférence sur Ferrer. Oui, on peut continuer. Voilà, Francisco Ferrer, victime de l'intolérance, un symbole pour les libres penseurs. Et nous arrivons à cette fameuse statue qui est, je crois, un don de la ville de Bruxelles à Barcelone, qui a été encadrée lorsqu'elle est déplacée du centre de Bruxelles à l'université. Elle est encadrée de nuit par des étudiants qui tiennent des flambeaux. C'était extrêmement spectaculaire. Et comme vous l'avez dit, c'est en Belgique qu'il y a le plus de rues, de places qui commémorent Ferrer. Dans le livre dont je vous parlerai dans un instant, nous avons fait une liste de toutes les villes en Belgique qui ont donné le nom de Ferrer. À Gand, il y a une rue Ferrer. En Wallonie, il y a énormément de rues Ferrer. Et nous nous sommes amusés à regarder chaque fois pourquoi l'administration communale avait décidé ça. Et c'est très curieux, intéressant. Parfois, on met le nom de Ferrer dans une rue où il y a un couvent, en disant comme ça, chaque fois qu'on écrira au couvent, on sera obligé de calligraphier le nom du martyr de l'intolérance. Alors en Italie, le souvenir de Ferrer a été aussi fort qu'en Belgique. Il y a un grand nombre de statues de Francisco Ferrer, mais quelques années après, il y a le fascisme qui va supprimer ces symboles. Or, en Italie, il y avait eu quelque chose d'absolument unique. Il y avait eu une grève contre l'Église au moment de l'exécution de Ferrer. Et il y a un certain nombre de prêtres qui sont mis à mal par les grévistes contre l'Église. Donc, voilà, vous avez des tas d'endroits en Italie. Là, vous voyez la plaque. Si on peut retourner un instant, voilà. C'est la plaque qui a été mise au moment de l'assassinat de Ferrer. Elle est supprimée pendant le fascisme, mais quelqu'un l'avait gardée. Et après la guerre, nous avons ici les anarchistes de Senigallia qui remettent en place la plaque de Ferrer. Alors, à l'ULB, en 2009, pour le centenaire, nous avons décidé de faire des commémorations. Et ça a été un moment extraordinaire parce que toutes les facultés ont collaboré. Premier exemple, la faculté de droit, c'est pour Madame la rectrice, elle en provient, avec un jumelage qu'on a fait à cette occasion avec l'université d'Alicante et les juristes d'Alicante, nous avons refait le procès
de Francisco Ferrer, mais dans le palais de justice de Bruxelles, en présence du bourgmestre, en présence des échevins, en présence de centaines d'étudiants, nous avons refait le procès de Francisco Ferrer et les collègues juristes d'Alicante avaient repris le dossier pour voir quelles étaient les failles de ce dossier. Dans la faculté d'architecture, ils ont organisé un concours parmi les étudiants. Il y a eu une quarantaine de projets qui ont été avancés par des étudiants pour moderniser, disons, pour remettre à jour la statue de Francisco Ferrer. Alors, il y avait des projets éblouissants avec des lumières, avec des fils qui auraient empêché les pompiers de passer, etc. Mais nous avons... il y a un jury d'architectes qui a finalement choisi un projet qui est un projet qui décide d'entourer pendant 6 mois la statue de Francisco Ferrer avec des silhouettes en métal de personnalités d'aujourd'hui qui luttent pour les mêmes choses, pour la justice sociale et pour la liberté de conscience. Et donc, c'est un jeune homme qui a pu exécuter cela. Et il reçoit les félicitations du recteur et il va... de nuit, c'était assez intéressant à voir. Il s'appelle Karim Etawalba et il avait justifié son projet de manière extrêmement pertinente. Vous allez le voir, qui reçoit les félicitations du bourgmestre de Bruxelles pour son beau projet. Alors, la faculté de philosophie et lettres a décidé, quant à elle, de faire une exposition historique, un colloque et un livre. Et l'exposition historique, c'était une exposition sur le thème, je vais peut-être passer le livre dans un instant, sur les avatars de l'image de Ferrer. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est considéré par les uns comme un monstre, par les autres comme un martyr. Et nous avions décidé de montrer ces différents aspects. C'est-à-dire que les anarchistes disent qu'il est anarchiste, les francs-maçons disent qu'il est surtout franc-maçon, mais Ferrer n'avait plus été aux réunions de franc-maçonnerie depuis fort longtemps. D'autre part, les Catalans disent c'est typiquement un Catalan, alors que Ferrer dit clairement je ne veux absolument pas enseigner en catalan. Si je pouvais, j'enseignerais en espéranto, parce que mon but, c'est d'ouvrir les enfants au monde et pas de les refermer. Donc, on a essayé de montrer ça avec des panneaux qui, chaque fois, montraient est-ce que c'est un assassin de religieuse ou bien est-ce que c'est un héros, etc. Et nous avions récolté un nombre extraordinaire d'objets, des bustes de Ferrer à en faire des montagnes. Vous en avez quelques exemples. Là, on choisissait pour l'exposition, on en mettra quoi, 3, 5, 15, parce que chaque société de libre pensée, chaque loge maçonnique voulait son buste de Ferrer. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est un pichet à vin ou à eau avec le portrait de Ferrer dessus, donc fait en céramique. Des médailles, bien sûr. Voilà, fondateur de l'école nouvelle, de l'école moderne, pardon. Et encore d'autres choses, notamment une pipe avec la tête de Francisco Ferrer. Et il est marqué sur le tuyau de la pipe, Francisco Ferrer, martyr, etc. Donc, ça, c'était, voilà, le tuyau de pipe. Alors, ça, c'était donc la participation de la faculté de philosophie et lettres. Mais il y avait encore une faculté qui a participé, c'est la faculté de pédagogie. Alors, on va voir, je ne sais pas si j'ai encore des choses. Voilà, un colloque pédagogique et un livre sur la pédagogie. Alors là, c'était avec la collaboration de la Haute École Francisco Ferrer. Et il s'agissait de faire un panorama des pédagogies qui avaient modifié la didactique dans divers pays. Et cela a donné... Voilà, ici, à Anderlecht,
un faubourg de Bruxelles, on n'a pas mis rue Francisco Ferrer, mais on a mis rue de l'École moderne. Alors, il y a des gens qui cherchent où est l'école moderne, mais il n'y a pas d'école moderne dans cette rue. C'est l'idée de l'école moderne de Francisco Ferrer. Alors, pour ce colloque, on a publié un livre d'actes du colloque assez classique, mais nous avons aussi fait, pour la première fois, une traduction en français de l'école moderne de Francisco Ferrer. Parce que tout le monde citait toujours Francisco Ferrer dit ceci, il considère que cela, etc. Mais il n'existait pas le texte en français, et donc on l'a traduit et publié à cette occasion. Alors, je crois qu'on est au bout de mon très court exposé. Je voulais dire aussi qu'il y a une grande contradiction dans nos activités, que ce soit les nôtres, les vôtres, parce que Francisco Ferrer, il a dit ceci, il a mis cela dans son testament. « Je désire qu'en aucune occasion, ni prochaine, ni lointaine, ni pour aucun motif que ce soit, on ne fasse des manifestations devant mes restes d'un caractère politique ou religieux, considérant que le temps qu'on emploie à s'occuper des morts serait mieux employé à améliorer la condition où se trouvent les vivants, ce dont la plupart auraient grand besoin. Je désire aussi que mes amis parlent peu ou pas du tout de moi, parce qu'on crée des idoles quand on exalte des hommes, ce qui est un grand malheur pour l'avenir humain. » Je vous remercie. Donc, dans cet esprit de contradiction qui était aussi celui de notre cher Ferrer y Guardia, on poursuit. Et merci beaucoup, Madame la professeure. Vraiment admirable l'effort de synthèse. Je sais, voilà, on pourrait passer des heures et des heures, et vous l'avez déjà fait. Et donc, merci de cet effort de synthèse. Donc, on a achevé cette première partie plus réflexive de l'histoire du symbole de Ferrer y Guardia. Et nous, on voulait, en partenariat avec l'ULB, avec l'Haute École, et notamment avec la Fondation, aussi de chercher des exemples et concrets de nos jours où les idées surtout pédagogiques de Ferrer y Guardia étaient représentées. Et alors, et avant de poursuivre, je devais dire aussi, on a beaucoup parlé de la ville de Bruxelles, de la ville de Barcelone, et je vous demande pardon, j'ai oublié de reconnaître ici la présence d'un représentant de monsieur le bourgmestre de Bruxelles, de monsieur Claus, monsieur Amand, Jean-Marie, cher ami, qui est toujours de nos côtés quand on va chez le Mannequin Peace, qu'on fait toutes les célébrations, vous êtes toujours là. Merci à vous et excusez-moi de vous avoir oublié au départ. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a fait cette réflexion. On va chercher des exemples concrets où on peut constater justement cette application de nos jours de toutes ces valeurs et ces principes. Et donc, on a demandé au service de l'éducation, notamment ma collègue Guadalupe Melgoza, la conseillère d'ambassade responsable de l'enseignement national, du ministère de l'Éducation, de la formation professionnelle, aussi auprès des autres pays du Benelux, de Pays-Bas et du Luxembourg. Guadalupe, on a demandé de faire cette réflexion dans le cadre des écoles, des associations de langue et culture espagnole. Elle va l'expliquer mieux que moi, mais ce sont des écoles, en fait, qui sont intégrées dans des écoles belges partout dans le territoire, notamment au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils reçoivent un nom très concret, c'est l'OLC, l'ouverture langue et culture étrangère. On a une relation de longue date. Et donc, on a demandé à ma collègue, à chère Guadalupe, de faire cette réflexion, de nous donner quelques exemples de comment cette philosophie est toujours vivante à l'heure d'aujourd'hui. Et aussi, on a développé un programme de soutien avec l'Haute École, que Mme Guadalupe explique mieux que moi, par le biais d'une assistance de conversation espagnole pour l'apprentissage de la langue espagnole au sein de l'Haute École. Elle est accompagnée aujourd'hui aussi par, je vois ici bien, quelques professeurs aussi espagnols qui donnent des cours dans ces classes, ces agrupaciones, ¿no? de langue et culture espagnole. Guadalupe, un placer tenerte aquí y por favor, cuando quieras. Muchas gracias, Sergi. Bonjour, Madame l'ambassadrice, Monsieur l'ambassadeur, chères autorités,
chers amis, bonjour à tous. Je vais tout d'abord vous remercier à l'occasion de l'ouverture de cette extraordinaire exposition autour de la personnalité de Francisco Ferrer, l'opportunité de montrer un des programmes les plus chers de l'action éducative extérieure du ministère de l'Éducation espagnole, l'Association de langue et culture espagnole, aussi nommée ALCES. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, un jour de célébration et de reconnaissance. La reconnaissance de notre cher pédagogue, la célébration de la fondation de l'Université libre de Bruxelles, mais particulièrement pour moi, c'est l'occasion de souligner les valeurs que nous inspirent chaque jour dans notre travail quotidien au service de l'éducation de l'ambassade de l'Espagne ici en Belgique. Je parle au nom des véritables protagonistes de cette histoire, les professeurs, dont il y a plusieurs d'entre eux ici dans la salle aujourd'hui, et je profite de l'occasion pour leur remercier son excellent travail et dédication. Francisco Ferrer a beaucoup de liens avec ALCE. D'abord parce qu'il a été professeur d'espagnol pendant son exil en France, mais surtout car on peut retrouver plusieurs de ces valeurs dans le cadre de nos enseignements. Mais avant tout ça, il faut savoir ce que c'est ALCE. Pour ceux qui ne connaissent pas le programme, ALCE est un programme éducatif gratuit, créé et soutenu par le ministère de l'Éducation espagnol, dans le but de faciliter la préservation et transmission de la langue et culture de notre pays aux enfants des Espagnols qui résident partout dans le monde. En plus de l'intérêt de l'apprentissage de la langue et culture espagnole, ce programme permet à la fois d'obtenir un diplôme officiel de compétences en langue, délivré par le ministère de l'Éducation, qui favorise la professionnalisation de l'élève. Le programme a un caractère universel, puisqu'il existe dans plusieurs pays avec une présence importante de résidents d'origine espagnole. On trouve ALCE, par exemple, en France, Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Royaume-Uni, États-Unis, Canada et Australie. Les cours sont donnés par des professeurs provenant de l'administration éducative espagnole et qui sont affectés dans les différents pays après avoir réussi des examens spécifiques. Les conditions d'inscription pour les élèves sont avoir la nationalité espagnole ou que l'un des parents soit espagnol, être scolarisé en Belgique et avoir entre 7 et 17 ans. Le programme ALCE suit le cadre européen commun de référence pour les langues et il est structuré en 10 ans de scolarité. Afin de répondre aux besoins des élèves, les modalités de cours sont semi-présentielles. C'est une partie a lieu en présentiel en salle de cours 1h30 hebdomadaire et une autre partie en ligne à travers la plateforme qu'on nomme Aula Internationale. Pour pouvoir connaître l'ampleur de ce programme de ALCE en Belgique, il faut évoquer quelques chiffres. Il y a inscrit pour cette année scolaire plus de 1400 élèves répandus dans 24 centres scolaires dans tous les territoires du pays et les cours sont assistés par 10 professeurs. La singularité du programme, qui fait l'accompagnement de l'élève tout au long de sa vie scolaire, lui confère un rôle essentiel dans la conformation des valeurs éducatives. C'est pour cette circonstance particulière qu'ALCE est plus qu'un cours de langue et qu'on peut retracer les liens entre les valeurs pédagogiques conçues par Ferrer y Guardia il y a plus d'un siècle et ce qui inspire les cours de langue et culture espagnole aujourd'hui. Mais quelles sont ces valeurs pédagogiques intemporelles? Au début du XXe siècle, en 1901, Ferrer y Guardia, avec son école moderne, est devenu le représentant du rationalisme pédagogique, scientifique et humanitaire. Son projet pédagogique égalitaire donnait une grande considération aux valeurs communautaires, la solidarité humaine et les fondements idéologiques de l'anticléricalisme, l'optimisme rationaliste et de la coéducation des classes sociales. Son rationalisme pédagogique avait pour but
de construire une société pour des personnes libres, de promouvoir l'égalité des hommes et des femmes et de se débarrasser des préjugés en soutenant des valeurs démocratiques. Inspirée par ces objectifs, l'école moderne de Ferrer y Guardia avait mis en place tout un système d'éducation à l'époque révolutionnaire. C'est une éducation intégrale, gardant un développement harmonieux des connaissances manuelles et professionnelles et avec une activité pédagogique liée à la société. Une éducation rationnelle, basée sur la science et selon laquelle les étudiants doivent apprendre de manière libre, sans aucune idéologie ou religion de prévalence. Une éducation mixte et inclusive, avec des écoles accessibles à tous, et sans tenir compte les sexes, l'âge, les capacités ou la classe sociale. Aussi, c'était une éducation libertaire, étant le but de l'éducation de former des personnes libres qui aiment et respectent la liberté des autres. Du point de vue de la méthodologie, Ferrer y Guardia montre aussi une révolution avec une conception constructiviste de l'apprentissage basée sur l'auto-évaluation. Pour Ferrer, les professionnels de l'éducation sont synonymes de conseillers et de créateurs de connaissances et non pas d'autorité. L'apprentissage non compétitif et à travers l'expérience, et l'importance des activités en dehors de l'école et du développement intégral de l'enfant. Un grand nombre de ces postulats généraux de l'école moderne de Ferrer sont non seulement toujours valables aujourd'hui, mais aussi ils font le soutien de l'ensemble du système éducatif des sociétés démocratiques. ALCE constitue un exemple extraordinaire de cette rencontre, car il s'agit d'un type d'enseignement qui a été forgé avec une plus grande perméabilité vers les valeurs mentionnées ci-dessus. En effet, pour retrouver ces traces, ALCE poursuit une éducation intégrale. Il s'agit d'une éducation qui implique non seulement les parents, de manière très active par le biais de leurs représentants dans chaque cours, mais aussi l'ensemble de la société. La participation del CRES et le Conseil de résidence espagnol est un exemple. Et plus largement, aussi l'intégration des élèves au programme d'ouverture de langue et culture qui ne sont pas espagnols, mais qui peuvent accéder aussi dans quelques conditions dans ces programmes. ALCE profite aussi d'un contexte familial de l'élève pour soutenir l'apprentissage de l'espagnol dans les cours. Il ne le conçoit pas comme un événement isolé, mais comme un élément enrichissant et qui permet de renforcer les liens avec les pays d'origine de l'élève. ALCE utilise également une méthodologie qui intègre les différentes compétences linguistiques avec une approche communicative et participative. Les traits de l'éducation intégrale sont aussi évidents dans l'approche visée car l'accent est mis sur l'élève et le programme est conçu comme un processus d'enseignement et d'apprentissage adapté à l'âge et aux intérêts de l'apprenant. C'est pour cela que les tâches et les activités sont conçues pour être adaptées à la sensibilité des élèves et le contenu du programme est toujours présent dans son contexte. Par exemple, à chaque niveau, on travaille avec les ressources provenantes de l'environnement de l'élève, mais aussi avec les ressources authentiques d'usage courant comme le cinéma, la presse, radio, etc. ALCE représente aussi une éducation inclusive. Ce sont des cours complémentaires tout à fait gratuits et d'autre part, il s'agit d'un enseignement essentiellement multiculturel puisque nos étudiants partagent des aspects culturels de différents pays. En fait, la diversité culturelle au sein des cours est utilisée comme source d'enrichissement de leurs propres compétences interculturelles. Du point de vue méthodologique, on trouve aussi dans ALCE une conception constructiviste de l'apprentissage. On peut reconnaître les traits de cette conception car on travaille l'évaluation continue, formative et intégrative avec l'accent dans la auto-évaluation et la co-évaluation. Le niveau d'exigence dans la réalisation des activités est adapté au niveau de compétences des élèves. On veut l'implication de tous les élèves dans l'exécution des tâches
et la prise de décision. L'objectif final est de créer une atmosphère positive et de motivation dans la classe où la participation des élèves est fort encouragée et leur donner en dernière instance des éléments pour une structure de pensée autonome et critique. Je voudrais finir avec les mots de Francisco Ferrer même. L'éducation fait de chaque femme et de chaque homme un être conscient, responsable et actif, capable de déterminer sa volonté par son propre jugement, conseillé par ses propres connaissances, au-delà de ses slogans et de la propagande de la presse et de l'éducation elle-même. C'est le souhait que nous partageons et c'est là que tous les professeurs consacrent leurs illusions et les efforts. Merci beaucoup. Muchas gracias, Guadalupe. Et on entame maintenant cette dernière partie de ce séminaire d'acte d'hommage et qui sera clôturée. Nous avons l'honneur d'avoir ici à Madame la rectrice de l'ULB, qui sera clôturée par Madame la rectrice. Et là, on passe justement à une autre constatation directe des valeurs, des principes, des enseignements de Ferrer y Guardia, qui incarne l'haute école. L'haute école Francisco Ferrer. Et j'oublierai jamais le jour où on a été très chaleureusement accueillis il y a quelques années à l'école, de quelle façon si naturelle et non artificielle, complètement naturelle, les étudiants, les professeurs parlent de Francisco, de Ferrer, non, je suis à la Ferrer, non, le Francisco, comment la philosophie depuis l'entrée, je crois que les choses n'ont pas changé depuis, mais à l'accueil déjà, il y a une espèce de bande dessinée un petit peu qui explique le parcours de Ferrer y Guardia. Tous les élèves, les professeurs connaissent parfaitement la vie de Ferrer y Guardia, les valeurs, etc. Donc voilà, c'est vraiment une des institutions à mes yeux qui incarne le mieux son esprit. Et j'ai eu l'occasion avec toute mon équipe, que je profite de remercier maintenant, ici à l'ambassade, à la conseillerie culturelle et scientifique, de travailler avec deux élèves extraordinaires qui vont nous faire une présentation aujourd'hui de leurs travaux, de leurs projets, et comment ils ont traduit ou appliqué cet esprit qu'on vient d'expliquer, qu'on vient d'évoquer, dans des projets très concrets, très vanguardistes, si je peux dire. Et je ose dire que Francisco Ferrer serait très, très fier de les connaître. Mais je crois qu'il vaut mieux que quelqu'un qui appartient à l'institution, qui représente en fait Madame la directrice présidente Régine Collins, qui ne pourrait pas se joindre à vous, mais nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Madame Françoise Gomez, qui est la directrice du département art plastique de l'Haute École. Et je demande à Madame Gomez, s'il vous plaît, de nous parler un petit peu de l'Haute École et de présenter elle-même ces deux merveilleuses étudiantes qui vont nous présenter ces deux projets avant de clôturer l'événement. Merci beaucoup, Madame Gomez. Madame l'ambassadrice, Monsieur le Président de la Fondation Ferrer y Guardia, Madame la rectrice, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, je me permets, comme on vous l'a annoncé, de prendre la parole au nom de la directrice présidente faisant fonction de la Haute École Francisco Ferrer. Elle est retenue à la Chambre des Hautes Écoles. Francisco Ferrer est devenu le symbole des victimes de l'intolérance religieuse, mais ses idées avant-gardistes concernant la pédagogie cimente également notre projet pédagogique. Nous sommes fiers d'avoir intégré les valeurs essentielles prônées il y a déjà plus de 100 ans, mais qui demeurent malheureusement d'actualité. Notre école se veut ouverte à tous, libre, égalitaire et met en avant la neutralité active. Là, c'est en mon nom propre, je remercie quand même personnellement la ville de Bruxelles d'avoir participé à l'établissement de la Haute École Francisco Ferrer il y a 25 ans, lors de la création des Hautes Écoles, et nous avoir permis de porter ce nom, Francisco Ferrer, que nous revendiquons fièrement. Nous vous remercions de nous accueillir et espérons pouvoir poursuivre nos projets communs et ainsi faire rayonner les idées de Francisco Ferrer. Je vais donc introduire brièvement les deux étudiantes une étudiante en fait et une alumni qui vont présenter leur projet.
Roxane Darras, qui participe en fait au projet Utop Textile. C'est un projet européen qui réunit 3 établissements, la Haute École Francisco Ferrer bien sûr, mais aussi l'ITEC, une école d'ingénieurs textiles à Lyon, et l'ESNE à Madrid, une école de stylistes. Donc ces 3 écoles se sont associées pour créer en fait des textiles innovants en collaboration avec Créaction, une entreprise qui est destinée à transférer en fait les technologies du spatial au civil. Et donc nos étudiants se sont regroupés. Nous avons créé 5 équipes de 3 étudiants, l'un de chaque école, pour d'abord créer, imaginer, et puis maintenant, ils en sont quasiment au stade de prototypage, et Roxane va vous présenter un de ces projets. Et puis, vous aurez l'occasion, dans la cour, je pense, d'admirer, et peut-être même déjà un peu avant, les collections préparées, donc, notamment dans le cadre de sa collection de fin d'études par Camilla Banegas, qui a notamment fait son stage chez Agatha Ruiz de la Prada, et donc qui a de fortes attaches avec l'Espagne. Nous ne les avons pas choisis tout à fait pour rien, évidemment. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. J'espère que vous pourrez profiter de ces 2 expériences et je vous remercie encore de votre accueil. Nous sommes prêts pour accueillir Roxane. Et je dois dire aussi, on m'a dit de rappeler que nous avons votre collègue, Roxane, qui s'appelle, rappelez-moi, en France, Emma, qui nous suit par le biais d'Internet. Elle nous suit, elle est là avec nous. Donc, un grand bonjour. Et Roxane, s'il vous plaît, je vous en prie. Et après, je peux faire passer quand vous aurez fini. Oui. Bonjour. Alors le projet Utop Textile a déjà été présenté par ma direction, donc on peut changer le prochain. Alors voici mon équipe. Nous avons Elena qui s'occupe de la partie fashion design, donc qui va s'occuper du patron et de la forme. Nous avons Emma qui elle va s'occuper plus du côté scientifique du projet, et nous avons moi, Roxane, qui va s'occuper plus de la partie textile. Donc, je vais vous expliquer en gros le projet et je reviendrai dans les détails par la suite. Donc, notre projet, c'est créer un masque à base de textile de charbon actif qui, par une solution chimique à base d'algues et la lumière, créerait un effet de photosynthèse, ce qui permettrait une purification de l'air avec ce masque. Donc, pour ceci, on a décidé d'utiliser des algues, des microalgues qui seront encapsulées. Donc ça serait l'idée de base pour la solution chimique. Et pour ceci, nous avons contacté l'organisation SEVA, qui est une organisation en Bretagne qui sait nous produire des fermes d'algues. Nous avons également contacté le laboratoire Calixia de Paris, qui on espère, sait encapsuler ces fameuses algues. Alors, on pense aussi très loin, comme le nom du projet le dit, Utop. On essaye vraiment d'aller dans un projet prometteur. Donc, on a déjà réfléchi à une machine qui pourrait en fait produire le produit et l'intégrer dans le tissu directement. Donc, on a déjà regardé certaines machines. Ça pourrait produire les algues, mettre la micro-encapsulation, le fixer et le sécher. Alors, on est aussi curieux parce que quand on a commencé à réfléchir à ce projet, on s'est demandé si ça existait déjà dans le monde. Alors, on a trouvé deux projets qui sont un peu similaires. Nous avons un premier projet à Los Angeles d'une femme qui, par 6 couches et qui fait elle-même à la machine à coudre, elle essaye de faire un masque avec des filtres. Oh, excusez-moi, je m'embrouille un peu, mais... Donc, elle va chercher elle-même les algues dans la mer. Comme je vous l'ai dit, il y a 6 couches et elle le fait elle-même à la machine à coudre. Le petit bémol, c'est que ce n'est pas réutilisable et c'est 30 centimes par filtre, ce qui est très abordable. Et on a trouvé une autre étude qui se trouve dans le nord de l'Inde. Et en fait, ce projet, c'est 4 couches
Et ils ont trouvé aussi cette technique de micro-encapsulation d'algues et de charbon actif. Là, par contre, on sait l'utiliser quand même 48 heures, mais c'est aussi 41 € par masque. Mais voilà, ce n'est que 48 heures, donc ce n'est pas forcément réutilisable. Alors que nous, notre masque, il sera un peu plus différent. Donc, on a vraiment envie d'utiliser une base de tissu de charbon actif. La première base buccale sera un tissu qui s'appelle non tissé. Alors, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est le tissu un peu papier qu'on a sur les masques chirurgicaux. Donc, pour la partie buccale, on aimerait bien ce type de tissu. Donc, j'en ai ici, je les ferai passer par la suite. Et sur le côté, là, on aimerait utiliser directement du tissu comme on le connaît aussi de charbon actif. Alors pour ceci, j'ai contacté une entreprise de Taïwan. Alors c'est un peu loin, mais c'est une des seules entreprises qui proposait en fait du non-tissé qui est écologique et qui est recyclable, ce qui est vraiment génial. Donc j'ai contacté cette entreprise pour plusieurs types de tissus. Donc du non-tissé directement de charbon actif et du tissu du non-tissé de polypropylène. Alors, comme vous l'avez vu, moi, je porte des masques qui vont bien avec mes vêtements. Donc, je me suis dit qu'il y a d'autres personnes qui aimaient aussi ça. Donc, on a réfléchi comment on pourrait apporter un peu de la couleur, parce que le charbon actif, c'est noir et c'est pas possible de le changer de couleur. Donc, on a réfléchi que dans ces fameuses couches de non-tissé qu'on commandera, eh bien, on peut mettre des couleurs qui seront à l'avant. Et en fait, on a un prochain workshop en février à Bruxelles. Donc voici une petite liste de ce qu'on a encore besoin. Donc on a encore besoin d'échantillons de non-tissés, de plusieurs types de non-tissés, des algues, de la micro-encapsulation et de silicone, car il ne faut pas oublier que cette matière scientifique va toucher notre peau en permanence. Donc il faut penser à la protéger. Et on a eu un workshop en février qui était malheureusement en ligne à cause du Covid. Donc, on avait plus réfléchi à la partie design et marketing. Donc, on avait déjà posé une petite gamme de couleurs et des petits dessins, des petits designs très light qui rappellent les algues, qui rappellent la mer, des belles couleurs pastel, du bleu. Donc, on avait déjà fait une petite gamme. Et en fait, ce projet, il nous tient vraiment à cœur. Donc, on a aussi décidé de poser un nom sur ce projet. Donc, on avait déjà fait des petits logos. On a déjà designé des petits logos, toujours avec les couleurs de la gamme. On a décidé de l'appeler Alga ou alors Bimasque. On doit encore réfléchir, mais en tout cas, c'est les premières propositions qu'on a. Et en fait, pour terminer, donc, moi, en tant que designer textile, j'ai déjà fait des petites simulations avec des motifs à partir des petits designs. Donc, voilà, comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait des petits designs et ça pourrait, j'espère, être dans quelques années un vrai prototype. Et merci de votre écoute, ça me fait plaisir. Donc, Et voilà, encore l'esprit que nous a rappelé Madame Morelli, Madame la professeure, et je crois que dans cette contradiction, non, de dire, bon, les offres, les dépôts de fleurs auprès du monument, les institutions doivent avoir un rôle. Nous, on doit créer ces cadres, mais je ose aussi dire que M. Ferrer, il jettera un regard positif sur le fait que, justement, grâce à lui, on est rentré en relation. On a connu les formidables travail de Roxane. Maintenant, on va passer à une autre élève. Mais justement, pour donner un exemple très concret, comme l'a fait ma collègue Guadalupe, en ce qui concerne l'enseignement des alphes, l'assistance du prof d'espagnol auprès de l'autre école. Chez Roxane, nous avons l'ambassade à un programme de diplomatie scientifique et technologique et d'innovation. Et on a demandé s'ils sont d'accord à Roxane et à ses collègues à Lyon et à Madrid de nous présenter ce projet pour pouvoir y participer, leur offrir notre soutien pour le déroulement, parce qu'il est évident que c'est quelque chose de très intéressant. Donc voilà, encore la magie de Ferrer y Guardia qui continue d'être vraiment active et qui marche. Et voilà, pour clôturer cet aspect du programme, on passe à la deuxième élève étudiante de l'autre école, Camila Banegas Espada, qui va aussi nous présenter sa collection, que vous aurez aussi l'opportunité tout à l'heure de présenter aussi dans la cour de notre ambassade. Camila, bienvenida.
Merci beaucoup. Là, Merci beaucoup. Du coup, je m'appelle Camila Banegas Espada. Je suis styliste modéliste et j'ai créé ma marque Alimac. J'ai fait mes études à Francisco Ferrer et un stage Erasmus à Madrid. Lors de ma collection que j'ai pu faire à Francisco Ferrer, j'ai travaillé sur le questionnement est-ce que la mode est-elle une libération ou une contrainte pour le corps? Et pour cela, j'ai créé une collection. Pardon, excuse-moi. Et pour cela, j'ai créé une collection sur la manière de voir les choses et surtout avec un style atypique, sans pour autant avoir les étiquettes données sur la société, sur les stéréotypes, sur le genre féminin, masculin, les non-binaires, les transgenres et les drag queens. Et pour cela, j'ai créé une collection où il y a un style décalé et un style un peu passe-partout. Et pour pouvoir présenter toute cette collection, j'ai pu aussi travailler avec un concours d'Europe qui a été vraiment sur la manière dont le cerveau interprète les choses. Du coup, je vais présenter deux collections totalement différentes, mais il y a carrément la même conception, la même idée de vraiment créer une identité propre de la personne. Donc c'est vraiment de vous rechercher. Ce n'est pas vraiment de créer un style pour tout le monde. C'est vraiment chacun a son propre style. Du coup, j'ai vraiment proposé des styles discrets et des styles audacieux. Et c'est pourquoi ici, je vais vous présenter deux tenues de chaque collection totalement différentes. Merci beaucoup. Et là, justement, on est arrivé à la fin de ce programme et nous avons encore, j'insiste, l'honneur d'avoir parmi nous Madame Annemie Schaus, la rectrice de l'Université libre de Bruxelles, auquel on a demandé, s'il vous plaît, de clôturer cet événement. Merci beaucoup. Merci à tous les organisateurs de cet événement et de cette exposition de nous rappeler combien Francisco Ferrer est d'actualité et combien les valeurs qu'il nous a transmises sont importantes. Humanisme, liberté, libre examen et remise en question quotidienne, en tout cas j'espère, de nos méthodes pédagogiques. Nous avons la chance à l'ULB, comme le rappelait Anne Morelli, avec tant de charme et de dynamisme, d'avoir la statue de Francisco Ferrer devant la statue de Theodor Verhagen. Et donc, il nous rappelle tous les jours ses valeurs et c'est un véritable privilège pour nous. Et pour la petite histoire, j'ai moi dans mon bureau la même statue que celle qui est sur l'avenue Franklin Roosevelt, mais en plus petit quand même. Et donc, il veille sur moi et sur toute l'université, ainsi que sur tout Bruxelles et le monde entier, en fait, tous les jours. Ce que j'avais envie de vous dire pour clôturer cette séance, c'est que les valeurs qu'il nous a transmises sont d'une cruelle actualité, avec la remise en cause constante de la raison, de la liberté et aussi de la culture scientifique. On peut même dénoncer dans la société une certaine acculturation scientifique, que nous sommes tous là, ensemble, les universités, les hautes écoles, l'enseignement secondaire, l'enseignement primaire. J'espère qu'on va continuer à lutter pour que cette acculturation scientifique
ne deviennent pas trop importantes. Et merci à Francisco Ferrer de nous avoir apporté toutes ces valeurs de l'école moderne. Je ne vais pas être plus longue parce qu'il est déjà tard et que vous êtes impatients de voir l'exposition. C'est quand même aussi pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Je tenais vraiment à vous remercier tous et certainement les organisateurs. Et puis aussi, fêter bon anniversaire à l'ambassade d'Espagne en Belgique. Merci beaucoup.